Parce que dans un marché complexe, soit on subit, soit on comprend. Le péché originel vient certainement du blocage des loyers que la France a mis en place en 1918. Ce qui fait que, par exemple, pour un équivalent de revenus de 2 000 € par mois aujourd'hui, les gens payaient 40 € de loyer. Et les Français étaient les plus mal logés du monde occidental. Dans les années 30, les Français étaient beaucoup plus mal logés que les Espagnols, les Italiens ou les Grecs. À partir du début 90, c'est la disparition totale des investisseurs institutionnels du logement. Et je me rappelle toujours, ils nous avaient confié à la location un programme de 200 logements dans le 16e arrondissement rue des Bellefeuilles. Très bien. Mais le responsable immobilier des actifs immobiliers du GAN m'avait dit « profitez-en, c'est les derniers que vous voyez ». Le loyer moyen plafonné, il est de 30 € et on achète à peu près à 10 000 €. Donc vous faites du 3%. Vous passez vos charges, vos taxes foncières, vos frais de gestion, vous tombez à 2%. Après arrivent les impôts, on va le voir tout à l'heure. Si vous êtes à la deuxième tranche, 30 plus prélèvements sociaux à 17,2, vous retombez à 1% de rendement. Qui fait de l'immobilier avec toutes les emmerdes pour 1% de rendement? Il n'y a pas de pays qui taxe plus les loyers nets que la France. Et pourtant, on peut faire avec un investissement 30 ans sans impôt. Dites-vous que chaque client a toutes les réponses sur son téléphone. Donc vous ne pouvez pas être approximatif. Donc il faut absolument être ultra pointu. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux d'animer cette masterclass ici. Je remercie Amélie qui m'a invité pour cette intervention ce jour. Donc, on en a pour 3/4 d'heure à peu près, peut-être un peu moins. Et ensuite, j'aurai le plaisir bien sûr de répondre à vos questions. Si la présentation appelle quelques questions, mais j'imagine que oui. Donc, on va séparer cette conférence en 2 temps. On va se faire un peu d'historique du logement depuis 100 ans, depuis 1918 précisément, parce que j'ai souvent remarqué que les étudiants ou même mes collaborateurs connaissaient peu l'histoire finalement de l'immobilier. Donc, on ne peut comprendre le présent et anticiper l'avenir que si on connaît le passé. C'est vrai pour toutes les choses, c'est vrai pour l'immobilier, c'est vrai pour tous les business. Donc il est très important de connaître le passé parce que ça permet de connaître la matrice, surtout, de pensée de notre beau pays par rapport notamment à l'immobilier. Donc on va se faire un petit historique depuis 1918 et on constatera ensemble, en tout cas on pourra vérifier que depuis une centaine d'années, l'immobilier français, il est effectivement entre 2 forces, la protection sociale, donc la nécessité de protéger les plus faibles, notamment les locataires, et les réalités économiques. Et quand l'équilibre se rompt, on verra que plusieurs fois depuis 100 ans, on a eu des équilibres quand même qui étaient un peu compliqués. Les investisseurs partent, le parc se dégrade, et ça devient effectivement compliqué et la pénurie apparaît. Et l'État, souvent, intervient encore davantage pour essayer de régler les problèmes qu'en quelque sorte, il a lui-même créés. Alors, l'objectif n'est pas de juger. Ce n'est pas le problème d'opposer les investisseurs au pouvoir public. Le problème n'est pas là, je fais pas de politique, j'en ai jamais fait, ce n'est pas mon sujet. L'important, c'est de comprendre les mécanismes et la matrice de pensée, encore une fois, de l'immobilier sur notre beau pays. Vous êtes la génération qui va exercer dans un marché très réglementé, très fiscalisé, notamment pour le logement, politiquement sensible aussi et compliqué, et structurellement instable. Puisqu'ici, il y a bien une constante en immobilier, c'est le changement permanent. Donc, il faut au maximum essayer d'anticiper ce changement. Parce que dans un marché complexe, soit on subit, soit on comprend. C'est ça l'idée. Donc on va se faire une première partie donc, sur notre histoire immobilière depuis une centaine d'années. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, on va voir les points essentiels. Également un point très important, c'est pourquoi les investisseurs institutionnels dans le logement ont disparu. Il y a une trentaine d'années à peu près, depuis on essaye de les faire revenir, mais sans succès. Et surtout,
et c'est là peut-être le plus important, qui pourra vous donner de l'espoir, c'est comment certains arrivent encore à créer de la valeur dans un environnement hostile. Et notamment sur le marché du logement, il y a encore des choses à faire, bien heureusement. Alors, quelques mots sur mon parcours. Donc, Stéphane Descartier, donc je suis un pur produit de l'immobilier. Depuis 35 ans, j'ai commencé l'immobilier en 1987. Donc, je sais, je ne l'ai fait pas. Mais voilà, quand même, 87, ça ne me rajeunit pas. Donc, totalement par hasard, j'ai commencé comme négociateur dans une agence. J'ai répondu à une petite annonce. J'ai démarré comme négociateur dans une agence. Ça marchait plutôt pas mal, donc j'ai pris la direction d'une agence. Et surtout, ma chance, c'est que c'était à l'époque le premier réseau d'agences immobilières en franchise que vous n'avez pas connu, qui s'appelait Agence numéro 1, qui a fusionné ensuite avec Orpi, etc. Bon, peu importe. Donc, j'ai beaucoup appris pendant toute cette période en tant que développeur ensuite et animateur et responsable de la formation de ce réseau de franchise qui comptait quand même près de 250 agences. J'ai beaucoup appris, notamment sur la formation. J'ai beaucoup appris du marché français, notamment parce qu'on était implanté dans toute la France. Donc tous les jours, quasiment, j'étais dans une agence différente. Donc j'ai vu que les marchés n'étaient pas du tout les mêmes à Montluçon, à Nevers, à Sedan ou à Paris, bien entendu. Je l'ai vécu de l'intérieur en quelque sorte. Et surtout, je me suis dit déjà à l'époque, il manque dans les agences immobilières un service pour l'investisseur immobilier, puisque ce n'est pas du tout la même façon de financer, ce n'est pas les mêmes produits, on n'achète pas un studio ou un immeuble pour y vivre, sauf exception, donc, et ça ne demande pas les mêmes compétences. Donc c'est pour ça que je décidais de créer en 1998 la Maison de l'Investisseur, donc un réseau d'agences immobilières spécialisées investisseurs, avec tous les services, donc les produits, les travaux, la location, la gestion. Alors aujourd'hui, il y a quelques boîtes qui sont mises sur ce créneau, mais à l'époque, on était les premiers, on a défriché pas mal de choses, et ça a duré pendant 25 ans, jusqu'à il y a 3 ans, où j'ai basculé 100% formation. Et donc, c'était très intéressant, et j'ai pu, notamment lors de cette période, comprendre beaucoup mieux le marché investisseur, et c'est devenu véritablement ma spécialité. Alors, si mon visage ne vous est pas inconnu, c'est peut-être parce que vous m'avez vu sur BFM Business, puisque je suis chroniqueur média également depuis 14 ans sur BFM Business. Donc, le matin, en général, avec Marie Cœur de Roy. Je ne sais pas si vous voyez qui est Marie Cœur de Roy, une journaliste immobilière assez célèbre, assez connue maintenant, qui est très sympa. Donc, chroniqueur média. Donc, les médias, c'est intéressant, ça fait faire du business, mais le plus intéressant dans les médias, c'est quand vous faites du direct à la télé ou à la radio, vous ne pouvez pas raconter de conneries. Donc ça m'a poussé à creuser les sujets que j'abordais, à checker que je ne disais pas de bêtises, que c'était bien tel texte, que c'était bien telle évolution. Puis j'ai fait quelques paris, notamment que j'ai gagné sur BFM Business, sur qu'est-ce qu'allait devenir le marché dans les mois ou les années qui viennent. Donc pour ça, c'est quand même intéressant. C'est peut-être le principal intérêt enfin en tout cas pour moi, pour mon enrichissement et mon métier, qui est avant tout l'immobilier, donc le fait d'être chroniqueur dans les médias. Donc je suis formateur à plein temps depuis 3 ans, donc dans des écoles immobilières, subtertiaires, l'ESI, et on démarre une collaboration aussi avec votre prestigieuse école, donc, dont je suis très heureux pour venir vous voir aujourd'hui pour la première fois. Et je forme également des professionnels en agence immobilière. Je les forme notamment pour appréhender le marché investisseur, qui est quand même compliqué et sur lequel il faut aujourd'hui des compétences très pointues. Sur le marché de l'investisseur, il n'y a pas de place, il n'y a plus de place pour les généralistes. Aujourd'hui, si on veut travailler l'investisseur, il faut se consacrer qu'à ça, parce que c'est déjà suffisamment compliqué. Et je suis l'auteur du manuel de survie que vous voyez ici, manuel de survie dans la jungle immobilière, qui est paru il y a quelques mois aux éditions du Rocher, qui est toujours d'actualité. Je parlais déjà notamment du statut du bailleur privé, mais qui est toujours d'actualité à 98%, donc qui est encore en vente dans toutes les bonnes librairies et qui se vend très bien. Je vous remercie de me poser la question. Donc, alors un message aussi important. Je ne suis pas là pour vous délivrer aujourd'hui une vérité. De toute façon, il n'y a pas de vérité, il y a des vérités. Je vais être un peu tranché dans ce que je vous dis, mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est des faits, ce n'est pas une opinion. On pourrait peut-être
me permettre de donner mon opinion de temps en temps, mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des faits, c'est mon expérience, c'est beaucoup de recherches également que je fais sur notre histoire pour mon bouquin et pour mes interventions médias. Mais voilà, je n'ai aucune vocation et aucune... je ne suis pas là pour délivrer une vérité qui serait descendue du ciel un beau matin. Je ne prétends détenir aucune vérité, ça c'est quand même très important. Alors, donc 100 ans d'histoire, même un peu plus de 100 ans d'histoire immobilière. La problématique, effectivement, et surtout les conséquences de la suradministration du logement. Le péché originel vient certainement du blocage des loyers que la France a mis en place en 1918. Donc ça, assez peu de spécialistes s'en souviennent, mais quand même, c'est ce qui a mis la France dans une situation extrêmement compliquée pendant plus de 30 ans, puisque au sortir de la guerre de 14, la France a décidé de bloquer les loyers. Alors, ça partait comme toujours d'une bonne intention. La France, en 1918, était exsangue. On sortait de la Première Guerre mondiale avec les millions de morts. L'économie était complètement à la ramasse. Il fallait vraiment reconstruire le pays à tout point de vue. Donc, les pouvoirs publics ont décidé de bloquer les loyers, provisoirement. Le problème, c'est provisoirement. Le problème, c'est que ça ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que vous avez encore aujourd'hui, pour ceux qui sont dans des cabinets de gestion, il y a encore aujourd'hui des baux 48. Il y en a encore environ 25 000, 30 000 de gens qui payent en France aujourd'hui 200 € pour un 100 mètres carrés à Paris 8e arrondissement de loyer. Il y a encore des locataires dont les loyers sont bloqués au niveau de 1918, ce qui est quand même assez fou. Donc, effectivement, cette loi, alors ce blocage des loyers, c'était surtout effectivement destiné pour contrer les gros propriétaires, notamment les foncières, parce qu'il y avait déjà des foncières cotées en bourse, donc pour contrecarrer le pouvoir des gros propriétaires, etc. Malheureusement, les petits propriétaires sont tombés comme victimes collatérales effectivement de ce blocage des loyers. Le problème surtout, c'est que après-guerre, entre 1918 et notamment les années 30, en passant par la crise de 29, il y a eu une inflation énorme. On était sur des années avec une très forte inflation. Donc les loyers ont été totalement dilués. Ce qui fait que, par exemple, pour un équivalent de revenus de 2 000 € par mois aujourd'hui, les gens payaient 40 € de loyer par mois. 40 € de loyer. Donc, quand vous payez 40 € de loyer, vous n'achetez pas, bien entendu. Vous ne construisez pas de maison, vous n'achetez pas de logement, puisque votre loyer, il est ridicule. Les gens dépensaient plus en tabac qu'en loyer. Et à l'époque, le tabac n'était pas cher comme aujourd'hui. Donc, les loyers étaient ridicules. Donc, la valeur immobilière s'est totalement effondrée. Il y avait déjà effectivement des foncières, je le disais, cotées en bourse, comme la foncière lyonnaise. Les foncières cotées en bourse ont perdu 80% de leur valeur. Effectivement, la valeur immobilière s'est totalement effondrée. Donc, c'était quand même un peu compliqué. Et surtout, également, la problématique, c'est que les bailleurs, qu'ils soient foncières ou particuliers, 40 € de loyer qui rentrent par mois, quand vous devez changer une fenêtre, ça vous coûte, ça vous prend 3 ans de loyer. Donc, vous ne le faites pas. Donc, les logements n'étaient pas entretenus. Les travaux n'étaient pas faits. Donc, c'était quand même vraiment extrêmement compliqué. Et on est rentré dans une pénurie extraordinaire de logements. Et les Français étaient les plus mal logés du monde occidental. Dans les années 30, les Français étaient beaucoup plus mal logés que les Espagnols, les Italiens ou les Grecs. C'était vraiment une situation catastrophique. Il y avait à peine 10% des logements qui bénéficiaient du confort moderne, de salles de bain, d'eau courante, etc. Parce que la valeur immobilière s'était effondrée. L'immobilier n'avait plus de valeur, puisque le rendement locatif était quasiment nul. Donc, voilà, donc ça a quand même été un peu complexe. Alors, pour ceux que ça intéresse, cette période qui est quand même très intéressante de l'immobilier entre deux guerres, je vous invite à aller voir les travaux de David Lebris, qui est enseignant-chercheur à Toulouse, à l'Université de Toulouse, qui a fait un boulot formidable sur l'entre-deux-guerres et sur les conséquences du blocage des loyers de 1918,
avec des travaux qui sont parus dans Le Monde, dans d'autres journaux, etc. C'est vraiment, alors il y a plein de publications, hein, même qui sont gratuites sur Internet, qui sont tout à fait intéressantes et qui donc pourront vous permettre de développer votre culture sur ce point qui a quand même été vraiment très compliqué et qui, en tout cas, pour les Français, c'était extrêmement compliqué. Les conséquences, alors, furent que, notamment, les entreprises qui n'arrivaient pas à recruter, parce qu'ils n'arrivaient pas, parce que les gens n'avaient pas de logement, il n'y avait pas de création de logements locatifs, il y avait pas, les gens n'achetaient pas puisqu'ils restaient effectivement dans des loyers ridicules. Donc les entreprises ont été obligées de créer des logements. Hein, donc Peugeot, Sochaux, etc., qui faisaient carrément des villes. Michelin, avec la ville Michelin que vous voyez ici, aussi avec des maisons, etc. On construit. Les entreprises ont dû construire des logements. On le voit d'ailleurs un peu aussi aujourd'hui, notamment en Bretagne. Les entreprises ont dû construire des logements et se substituer au marché privé pour avoir des ouvriers, effectivement, qui viennent bosser dans leur usine. C'était quand même assez fou. Et puis, ça a été le début, les prémices du logement social avec la loi Bonnevet de 1900, juste avant-guerre, mais bon, elle n'a pas eu d'effet avant l'après-guerre, après la Première Guerre mondiale, la loi Bonnevet avec la création des HBM, des habitations à bon marché, qui sont les ancêtres des HLM tels qu'on les connaît aujourd'hui, et donc avec ensuite un développement du logement social qui était aussi là pour contrecarrer effectivement notamment cette période quand même de plafonnement des loyers qui avait effectivement totalement ruiné, en tout cas le parc locatif. Alors, les conséquences, c'était ça. Hein. Enfin, vous ne l'avez pas connu, bien entendu. Moi, pas vraiment. Mais mes parents me parlaient des bidonvilles qu'on avait. Là, c'est Nanterre à gauche, là. Autour de Paris et autour des métropoles, les gens vivaient comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait des bidonvilles qui étaient, jusque dans les années 60, c'était quand même assez terrible. De voir qu'effectivement, une réglementation, quand même, à un moment donné, qui partait d'un bon sentiment, comme toujours, a amené effectivement au fait que les conditions de vie pour les familles étaient quand même catastrophiques. Donc, il y a eu une prise de conscience, quand même, à ce moment-là, notamment au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, après la guerre de 39-45. Donc, il y a quand même eu une prise de conscience. Et enfin, en 1948, il y a eu un changement donc c'est la loi 48, mais on pense à tort que la loi 48 est une mauvaise loi, parce qu'on se rappelle des beaux 48. Mais non, c'était une très bonne loi, puisque cette loi, donc en 1948, a libéré les loyers, mais uniquement pour les nouvelles constructions, puisqu'il manquait des millions de logements. Donc, à partir de 1948, l'État a décidé que pour les nouvelles constructions, les loyers étaient libres. Donc ça a relancé effectivement le logement. Alors par contre, pour les constructions d'avant 1948, les loyers sont restés bloqués jusqu'en 1973. C'est-à-dire que tous les baux signés jusqu'en 1973 étaient encore, et sont encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y en a encore aujourd'hui quelque chose comme 25 ou 30 000, sont toujours bloqués au niveau de 1918. Et en 1973, donc ça a été complètement supprimé pour les baux post-73, donc là où on pouvait louer à peu près à qui on voulait et au prix qu'on voulait. Mais voilà, ça c'est quand même, on a une longue et douloureuse histoire avec sur le plafonnement et notamment l'encadrement, le plafonnement des loyers. Donc ça, il faut quand même s'en souvenir. Et on verra que malheureusement l'histoire se répète. Alors ensuite, après cette loi, donc là la France repart, les besoins étaient énormes. Donc les années 60, depuis toutes les années 60 jusqu'aux années 80, la France repart, les nouvelles constructions, donc il n'y a plus de problème de plafonnement des loyers, donc l'immobilier retrouve une valeur normale, on va dire, donc les gens recommencent à investir pour eux, puisque les loyers se trouvaient ensuite dans des conditions classiques de marché, donc ça redevenait intéressant d'acheter sa maison, son appartement, etc. Les besoins, en plus, dans les années 60 étaient énormes, la démographie, l'exode urbain, les rapatriés d'Algérie, quand même, près d'1 million de personnes, dont 300 000 qui sont restés à Marseille. Et le logement social, à partir la fin des années 60, début 70, donc là tourne à plein régime, et le logement social a créé quelque chose comme 400 000 logements par an, avec notamment les grands ensembles, qui sont tellement décriés à l'époque, mais
il y avait une urgence, il fallait construire vite, il fallait construire beaucoup. Donc, bon, c'est passé par les grands ensembles, les fameuses ZUP à partir de 1958. Donc, bon, aussi aujourd'hui un peu critiqué, mais enfin, autre temps, autre mœurs. En tout cas, il y avait un besoin urgent de reconstruction. Et l'immobilier, effectivement, aussi, il faut le reconnaître, à cette époque, était un pourvoyeur d'argent gris pour les partis politiques qui, à l'époque, n'avaient pas donc les facilités de financement qu'ils ont aujourd'hui. Donc ça arrangeait aussi un petit peu tout le monde, de tous bords, droite, gauche, là, il n'y a pas de bord plus que l'autre. Donc bon, ce qui explique aussi le succès. Alors pour la petite histoire, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est la résidence La Rouvière à Marseille. Il y a des Marseillais dans la salle, non? Non, personne? La Rouvière, donc il y a une résidence emblématique de Marseille qui comprend plus de 2200 logements. Il y a beaucoup de rapatriés d'Algérie qui avaient acheté sur plan au début des années 60 à La Rouvière. À La Rouvière, il y avait jusqu'à plus de 30% de pieds noirs dans les années 70. Et c'est très sympa, c'est une résidence qui est très sympa. Sur le hauteur de Marseille 9e, il y a une vue sur tout Marseille, c'est vraiment très sympa. Comme quoi, les grands ensembles ne sont pas toujours effectivement problématiques. Alors, donc, voilà, 60, 70, 80, ça tourne, les besoins sont énormes, la France se reconstruit et ça se passe plutôt bien. Le problème des années 90, le gros problème, là aussi, alors ça commence à être un peu documenté, certains commencent effectivement quand même à le reconnaître. J'en parle longuement dans mon livre notamment. Il s'est passé un phénomène quand même en 1990, à partir du début 90, c'est la disparition totale des investisseurs institutionnels du logement. Quand on parle d'investisseurs institutionnels, c'est les banques, les compagnies d'assurance qui investissaient beaucoup dans le logement. Les assurances-vie dans les années 80 encore, toutes les assurances-vie avaient du logement dans le portefeuille des assurances-vie. Il y avait souvent un tiers des logements dans les assurances-vie. Pourquoi? Alors notamment parce que l'immobilier a cette force, c'est que l'immobilier préserve de l'inflation. Et on était dans des années à très forte inflation, avec des inflations de 10-12% par an. Donc l'immobilier protège au moins de l'inflation. Même si le rendement n'est pas extraordinaire, votre actif, il va suivre l'inflation. C'est pour ça que les institutionnels étaient quand même très présents sur le marché du logement. Et ça représentait, en tout cas dans les métropoles, à Paris et dans les plus grandes villes, ça représentait 30% du marché locatif privé. À Paris, c'est les institutionnels qui faisaient le marché, qui donnaient le là, et qui étaient d'ailleurs, les institutionnels étaient très bons régulateurs de marché, ce qui permettait d'avoir des loyers à peu près corrects, beaucoup moins élevés qu'aujourd'hui notamment, même en proportion des salaires. Donc c'était une situation qui était relativement stable et relativement bonne, et c'était en quelque sorte un tabouret à 3 pieds, quoi. On avait le logement social, les institutionnels et les bailleurs privés. Mais bail 89, catastrophe. Catastrophe. Vous connaissez le bail 89? Avant le bail 89, c'est les relations propriétaires-locataires, il faut le reconnaître, étaient plutôt en faveur des propriétaires. À partir du bail 89, ça s'est inversé. Bon, là encore, je ne fais pas de politique, il fallait certainement rééquilibrer en faveur des locataires. Ça a été fait, mais ça a été fait de façon quand même assez franche, en donnant une sorte de propriété commerciale du logement dans lequel on est, avec pour les propriétaires, notamment institutionnels, de grandes difficultés à récupérer les logements, etc. Donc le bail 89, effectivement, qui visait aussi plutôt les gros propriétaires, notamment ces fameux institutionnels qui représentaient quand même des millions de logements, c'était eux qui étaient visés, mais là aussi, les propriétaires particuliers, puisqu'on ne pouvait pas faire la distinction véritablement entre les institutionnels, on dit les zinzins, pour les investisseurs institutionnels, je pense que vous le savez. Donc c'était les zinzins qui étaient visés, mais c'est retombé aussi sur les propriétaires particuliers. Donc les zinzins ont vendu à ce moment-là 1 million de logements, c'est-à-dire quasiment tous les logements. Alors ils ont vendu, ils ont arrêté d'en produire et ils ont vendu leur parc. En 4-5 ans, ils ont vendu l'intégralité de leur parc. Je le sais, j'y ai participé à la vente du parc des institutionnels. Et je me souviendrai toujours, je m'occupais à l'époque du réseau d'agences immobilières dont je vous parlais, qui était une filiale du GAN.
Et je me rappelle toujours, il nous avait confié à la location un programme de 200 logements dans le 16e arrondissement, rue des Bellefeuilles. Très bien. Mais le responsable immobilier des actifs immobiliers du GAN m'avait dit « Profitez-en, c'est les derniers que vous voyez. On arrête le logement. Le bail 89, ça ne nous va pas du tout. On arrête le logement, il y a trop de contraintes par rapport au rendement. Et on va vers le tertiaire. On va vers le bureau, le commerce, etc. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais ça a déséquilibré de façon dramatique le marché locatif des métropoles, et notamment de Paris. Puisque, voilà, on avait, dans les années 80, tout le monde avait des oncles, des tantes, des amis logés par le GAN ou l'UAP. Aujourd'hui, plus personne n'a un enfant logé par Allianz ou AXA. Les institutionnels sont totalement sortis du logement, ils n'ont plus investi et surtout, ils ont vendu tout leur parc. Et ce parc, il s'est recyclé à 95% en résidence principale. Ce ne sont pas des investisseurs qui ont acheté, c'était essentiellement des acheteurs de résidence principale. Donc, c'est de l'immobilier qui est sorti du parc locatif. Donc, effectivement, le trio, le tabouret à 3 pieds est cassé à partir de ce moment-là, puisque, effectivement, les zinzins ont quitté le marché. Donc, l'État n'a eu pas d'autre choix que de sponsoriser, de donner des avantages aux particuliers, les seuls et les derniers en puissance, donc en mettant des lois d'incitation fiscale qui étaient motivées par ça. Si les institutionnels étaient restés, on n'aurait jamais eu de loi en faveur de l'immobilier locatif tel qu'on les connaît depuis 35 ans. Donc ce sont les lois qu'on a connues depuis effectivement la loi Méhaignerie jusqu'à la loi Pinel, avec le Jeanbrun d'aujourd'hui, en passant par Périssol, Robien, etc. Toutes ces lois, très coûteuses au passage, ont été mises en place pour remplacer les institutionnels. Et c'est ce qui s'est passé, puisque globalement, toutes ces lois, depuis 35 ans, ont créé à peu près 1 million de logements dans le parc locatif intermédiaire. Alors, depuis 2000, quels ont été les faits marquants ? La loi SRU de 2000, j'ai rien à dire. Comme quoi, j'ai rien à dire, je vais plutôt en dire du bien. Mais en tout cas, comme quoi, il peut y avoir des évolutions réglementaires qui sont bonnes pour le marché, qui ne pénalisent pas le marché. Donc dans la loi SRU, il y avait de très bonnes choses, notamment l'obligation de logements sociaux pour toutes les nouvelles constructions. Bon, ça c'est très bien, ça permet de diluer le logement social dans toutes les régions, dans toutes les nouvelles constructions, plutôt que de concentrer, de créer des ghettos de logements sociaux. Bon, ça, la loi SRU, elle avait de très bonnes choses. Donc, comme quoi, on peut avoir des évolutions réglementaires qui présentent des contraintes, mais qui sont équilibrées et qui permettent quand même de développer du business et du parc locatif, etc. Alors, il n'en est pas tout à fait la même chose de la loi Allure de 2014, qui, 100 ans après, effectivement, remet sur le tapis l'encadrement des loyers. Alors, pas, heureusement, le blocage des loyers, mais en tout cas, l'encadrement des loyers. Donc, on a oublié 1918, on a oublié les 30 années épouvantables, on a oublié que les Français étaient les plus mal logés du monde occidental. On recommence le même principe, on contraint les bailleurs sur le logement avec, effectivement, notamment des plafonnements des loyers. Le problème, c'est qu'il n'y a plus un investisseur aujourd'hui qui sait compter, qui va investir à Paris, à Bordeaux, à Lyon. Plus aucun en logement. Commerce, bureau, c'est autre chose. Mais moi, j'étais, en l'occurrence, avec mes agences immobilières, j'étais en activité sur Paris, avec 2 grosses agences, sur Lyon, sur Bordeaux, sur Marseille, donc Paris, Lyon, Bordeaux, qui plafonnent les loyers. Du jour au lendemain, on n'a plus un investisseur qui nous a demandé ces secteurs-là. Paris a perdu quelque chose comme 50 000 logements locatifs privés depuis le plafonnement des loyers. Aujourd'hui, quand on met une annonce pour un studio, c'est 400 demandes en 1 heure. Enfin, vous le savez, la pénurie est extraordinairement patente et donc ça devient quand même extrêmement compliqué. Mais le problème, c'est qu'à Paris, le plafonnement des loyers nous donne du 3% de rendement. On est à peu près puisque le loyer moyen plafonné, il est de 30 € et on achète à peu près à 10 000 €. Donc vous faites du 3%.
vous passez vos charges, vos taxes foncières, vos frais de gestion, vous tombez à 2%. Après arrivent les impôts, on va le voir tout à l'heure. Si vous êtes à la deuxième tranche, 30 plus prélèvements sociaux à 17,2, vous retombez à 1% de rendement. Qui fait de l'immobilier avec toutes les emmerdes pour 1% de rendement? Et pire, si vous êtes à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, ça vous coûte de l'argent de louer. Je répète, ça vous coûte de l'argent de louer. Donc, il n'y a plus d'investisseurs. Et les bailleurs, effectivement, qui restent à Paris, vendent leur logement pour investir peut-être en deuxième ou troisième couronne pour retrouver un peu plus de rendement. Quand vous partez d'un 3% brut, c'est impossible, notamment avec la fiscalité, de s'en sortir, tout simplement. Donc, voilà, et le parc parisien, effectivement, s'est effondré. Le parc locatif privé parisien, en tout cas, s'est effondré. Et depuis 10 ans, donc là, on a aussi rajouté quelques couches. Il y a quand même eu des messages pas terribles envoyés sur l'immobilier. L'ISF supprimé, sauf pour l'immobilier, puisque c'est devenu l'IFI. La flat tax pour les revenus du capital, sauf pour l'immobilier, pas pour les revenus fonciers. La généralisation du plafonnement des loyers, on vient d'en parler. Les interdictions de louer, notamment les passoires thermiques, avec des DPE qui sont absolument pas fiables, tout le monde le sait, toutes les enquêtes le montrent. En plus, non seulement c'est pas fiable, mais en plus ça change sans arrêt. Plus personne n'y comprend plus rien. Des MaPrimeRénov' qui ouvre, qui ferme, qui exclut ça, qui rembourse plus, qui rembourse. Enfin, c'est un bordel sans nom. Ça décourage aussi de par la complexité, notamment administrative. Le Haut Conseil de stabilité financière, le HCSF, qui plafonne aussi l'endettement sans tenir compte du niveau de revenu, ni du reste à vivre, etc. Rien que ça a supprimé 50% des investisseurs en immobilier, quand même, juste au passage. Donc, la fin des aides pour l'investisseur dans le neuf. Donc, mais on était au courant, Macron nous avait prévenu. Il nous avait dit précisément qu'il voulait détourner les Français de l'immobilier pour qu'ils aillent sur l'économie réelle. L'immobilier, ce n'est pas de l'économie réelle. D'ailleurs, là, on est dans une tour, tout est virtuel. On n'est pas dans une tour, il n'y a pas des tours partout ici. Ce n'est pas de la vraie économie, l'immobilier, comme chacun sait. Bref. Donc, effectivement, mais ça nous mène quand même aujourd'hui à un parc locatif qui est quand même extrêmement compliqué. Et surtout, un environnement avec quand même beaucoup de contraintes pour les investisseurs. Bon, rassurez-vous, j'ai fini effectivement cette présentation avant que tout le monde ne pleure ou soit complètement désespéré. On va aller vers du positif quand même, vers du plus positif, parce que effectivement c'est quand même l'objectif aujourd'hui. On n'est pas là pour pleurer ou se dire c'est horrible. On peut quand même s'en sortir et on va voir, je vais prendre un exemple notamment, mais qui est quand même assez frappant, comment s'en sortir dans un environnement aussi hostile aux investisseurs. Il y a toujours des choses à faire et il y a toujours moyen, effectivement, de s'en sortir. On a quand même, en France, un problème de fiscalité. Ça, c'est clair. La première cause par rapport à laquelle les investisseurs se détournent de l'immobilier, aujourd'hui, c'est la fiscalité. Parce que le rendement, c'est une chose, mais quand la fiscalité vous reprend la moitié, les 2/3 de votre rendement net, c'est pas possible. Et donc, aujourd'hui, on en est là. La fiscalité en France, on a les frais de notaire les plus élevés d'Europe, avec les Belges. Donc déjà, quand on achète, bim, et puis on a repris 0,5% de plus, là, il y a quelques mois. La taxe foncière a pris 35% en 10 ans, 80% à Paris d'augmentation de la taxe foncière. Alors, la taxe foncière n'est pas très chère à Paris. Encore heureux, il y a la moitié des entreprises de France qui ont leur siège social à Paris. Mais la taxe foncière a pris 35% en 10 ans. L'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, il n'y a que la France qui fait ça. Ça, c'est unique au monde. Il n'y a que la France qui met un impôt sur la fortune immobilière. Bon. Les revenus fonciers, on va le voir tout de suite après, tranche marginale plus prélèvements sociaux à 17,2. Il n'y a pas de pays qui taxe plus les loyers nets que la France. Là, c'est clair, j'ai fait des recherches, j'ai demandé à toutes les IA, j'ai fait des recherches pour mon bouquin. Il n'y a pas de pays qui taxent plus les revenus fonciers que la France. Bon, ça, il faut le savoir. En plus-value, on est également plus-value immobilière, on est numéro 1 en Europe. Bon.
Et pour la succession, les frais de succession, hein, l'immobilier, c'est quand même le premier patrimoine des Français. Le patrimoine des Français, c'est 60% de l'immobilier. Et donc, pour les frais de succession, on n'est pas numéro 1, on est numéro 2 au monde, puisqu'il y a le Japon et la Corée qui sont devant nous, qui ont le même système, hein, et qui sont légèrement devant les Français. Donc, on est numéro 2. Donc, en fait, soit on est champion du monde, soit on est champion d'Europe de la fiscalité, quand même. Hein. Et pourtant, on peut faire avec un investissement 30 ans sans impôt. On peut, avec un investissement, et là, j'espère que je vais commencer à vous intéresser un peu plus, avec un investissement, on peut faire 30 ans sans impôt. Pourquoi il faut absolument s'occuper de la fiscalité? Parce que les revenus fonciers nets, les loyers nets, hein, c'est ça le vrai taux d'imposition. C'est-à-dire c'est la tranche marginale, donc 11, 30, 41, 45, 40, jusqu'à 49, hein, parce que 45, ce n'est pas la plus grosse tranche d'imposition. Vous avez 2 points dessus, 2 points à 250 et 2 points de plus à 500 000 de revenus. 500 000, on est déjà bien, mais ça fait 49% de TMI. Plus les prélèvements sociaux à 17,2, en fait, plus la part restante de taxes foncières, en fait, la première tranche à 11%, en réalité, vous êtes à 34,76. La deuxième tranche à 30, vous êtes à 51,5. C'est-à-dire vous avez 1000 balles de loyer et vous en reste 490. 1000 balles de loyer net. Hein. 41% à 41% de TMI, c'est 61,7. À 45, c'est 65,3. Donc, en gros, vos loyers nets, vous en avez entre 1 tiers et 2 tiers qui repartent en impôts et prélèvements sociaux. Mais il y a des moyens. Hein, on est dans un pays, effectivement, où il y a de fortes contraintes, mais il y a aussi des moyens de s'en sortir, et heureusement. Et pour ça, on a en France, il faut les connaître, il faut les maîtriser, des éponges fiscales. C'est-à-dire vous allez encaisser des loyers, mais vous allez pouvoir les éponger fiscalement. Donc ces éponges, c'est quoi? C'est les intérêts d'emprunt, déjà. Les intérêts d'emprunt, bien entendu. Donc, voilà, l'effet de levier des intérêts d'emprunt, les intérêts d'emprunt déductibles. C'est pour ça qu'en locatif, il faut tout emprunter. Jamais d'apport en locatif, à part si vous êtes très âgé. Mais ça doit être un réflexe. Donc, les intérêts d'emprunt sont déductibles. Les travaux sont déductibles. C'est pour ça qu'il faut aller vers des biens pourris. Si vous voulez faire des bonnes affaires, il faut aller vers des biens très fatigués. Parce que vous allez pouvoir passer les travaux soit en déficit, foncier, en nu, soit vous allez pouvoir amortir vos travaux. Donc les travaux, c'est toujours intéressant. Les amortissements, vous allez pouvoir, si vous êtes en meublé ou réel, vous allez pouvoir amortir vos amortissements. Si vous êtes en SCI LIS, vous allez pouvoir amortir également vos investissements. Bon, SCI LIS, il ne faut jamais sortir, sinon vous rendez tout ce que vous avez gagné. Hein, mais bon, bref, vous allez pouvoir amortir. Et puis également au bout du parcours, vous pouvez faire des transferts de loyer, notamment à des enfants étudiants, ça c'est très intéressant, des donations temporaires d'usufruit, on va le voir, ou procéder à des rachats à soi-même pour se refinancer, repartir avec des intérêts, etc. Donc on va le voir. Et ces éponges, on va les utiliser simultanément ou successivement. Hein, c'est ça surtout, et comme on va le voir maintenant. Alors on va partir quand même, il faut pas raisonner dans le vide. Hein, on va partir d'un exemple précis, un dossier que j'ai monté pour un client. Un T2 duplex dans le centre-ville de Tours, bien placé, façade classée. Ce qui est important, quand on fait des travaux dans un bien immobilier, il faut partir d'un support qui le mérite. Si vous faites des travaux somptueux dans une barre des années 70, ça sera toujours une barre des années 70, même si votre appart est magnifique. Si vous faites des travaux, il faut que ça crée de la valeur. Il faut récupérer cette valeur. Donc il faut que le support en vaille la peine. Là, c'est tout à fait le cas. C'est un ancien hôtel particulier, en pierre de tuffeau, la façade est classée, c'est un très joli produit qui a été divisé en appart. Et donc ça, c'est un T2 duplex. Prix d'achat, parce qu'il y a beaucoup de travaux, oui, c'est vraiment dans son jus, hein, prix d'achat 150 000 avec 50 000 € de travaux. Première étape, on fait, alors bien sûr, on emprunte à 100% sur 25 ans. Je suis parti sur un taux à autour de 4%. Avec, effectivement, vous l'avez compris, pour que ça marche, pour que ce déroulé fonctionne, il faut à peu près 25% de travaux. Donc 150, 50 000 de travaux, c'est parfait.
Donc, vous faites une première étape de déficit foncier. Vous connaissez le déficit foncier? Vous savez, quand on fait des travaux, l'année où on fait ces travaux, effectivement, on fait un déficit. L'année où on fait des travaux, ce déficit, on reporte 10 700 € sur ses autres revenus et le reste, on le met en réserve. Hein, c'est ça surtout qui est important. Donc, en gros, vous avez 12 000 € de loyer, vos charges, taxes foncières, 3 600, les intérêts d'emprunt sont forts parce qu'on a emprunté 100%. Vos travaux, donc 50 000, c'est ça surtout qui va vous créer votre gros déficit. Et l'intérêt de ce déficit, c'est que l'année du déficit, ça vous fait une petite économie d'impôt qui est sympa, mais surtout, vous allez avoir 37 000 € qui vont venir en réserve et qui vont absorber vos revenus fonciers pendant 10 ans. Avec 25-30% de travaux, vous absorbez vos loyers pendant 10 ans. Donc 10 ans de loyer sans impôts et sans prélèvements sociaux. Donc déjà là, on est pas mal. Alors attention, au bout de 10 ans, si vous n'avez pas passé vos travaux, c'est perdu. Les déficits fonciers, il faut 10 ans pour l'absorber. Donc, déjà, 10 ans sans impôts. Déjà, on est bien. On a encaissé 100 000 € de loyer net sans impôts en une dizaine d'années. On est pas mal. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Parce que là, les travaux sont passés, on n'a plus de déficit, on ne va pas refaire des travaux sur un truc qu'on a refait il y a 10 ans. On ne va pas inventer des travaux pour aller chercher des économies d'impôts, c'est complètement stupide. Donc au bout de 10 ans, on bascule en meublé. Le bien s'y prête, c'est un T2 duplex, ça fonctionne parfaitement pour un couple. Donc le bien s'y prête, on bascule en meublé au bout de 10 ans. Alors, si le locataire est en place, c'est un peu complexe. Il faut faire un petit protocole pour changer de locataire. On peut aussi avoir de la chance que le locataire parte à un moment donné. Mais en tout cas, voilà. Dès que le déficit est terminé, ça peut être 7-8 ans si vous avez moins de travaux, mais dès que le déficit s'éteint, on bascule en meublé. Et on bascule en meublé à l'amortissement. On bascule au réel. Parce qu'en meublé, vous avez fait de la fiscalité, vous savez qu'on amortit son investissement. On amortit ses meubles, bien entendu, mais on amortit également son immobilier. Donc, ce qui fait que on arrive, là aussi, à neutraliser l'impôt, encore sur, on le voit ici, vos charges. Donc, le loyer a augmenté, au passage, bien entendu. Là, on est à 15 000 € de loyer. J'ai mis une petite augmentation de loyer. J'ai à peine suivi du 2% ou quelque chose comme ça. Vos charges, vos taxes foncières, à peu près 4 500. Vos intérêts d'emprunt en 10e année, vous en avez encore pas mal, parce qu'on est sur 25 ans. Donc là, vous avez encore 4 700 € d'intérêts d'emprunt. Vous avez des frais propres au meublé, la CFE, et puis des petits frais de comptable pour 1000 balles. Mais surtout, le gros morceau, c'est vos amortissements immobiliers, 5 833, et vos amortissements de votre mobilier. Ce qui fait que vous créez là aussi du déficit. Vos totales charges moins vos loyers, donc vous faites un déficit, et globalement, sur cet exemple-là, je tiens à votre disposition la simulation précise, vous effacez, parce que là, vous allez faire du déficit pendant 9-10 ans, puisque vous êtes grâce à vos amortissements. Donc globalement, vous faites 10 ans de déficit, et pendant ces 10 ans, vous avez créé une réserve, là aussi, parce que en meublé, vous savez qu'on ne reporte pas le déficit sur ses autres revenus, on le met dans sa réserve. Enfin, il se met automatiquement, les comptables renseignent ça, et puis surtout les ordinateurs de Bercy. Donc vous allez constituer une réserve de 25 000 € à peu près. Et cette réserve, au bout de 10 ans, lorsque vous devenez positif, parce qu'au bout de 10 ans, là vous devenez positif, votre réserve va manger vos loyers, va éponger encore vos loyers pendant 5 ou 6 ans. Précisément sur cet exemple, c'est 6 ans après le déficit. C'est-à-dire que là, on fait 16 ans sans impôt, avec du déficit ou des revenus qui sont absorbés par les déficits antérieurs. Donc là, on a déjà 25 ans, 26 ans de loyer sans impôt. Donc, on est pas mal. Là, on a déjà, effectivement, on avait 100 000 € de loyer net sans impôt. On a 225 000 € de loyer BIC sans impôt. Donc, on a créé un patrimoine qui vaut à peu près, effectivement, 300 000 €. Et on a, effectivement, encaissé 325 000 € de loyer. Donc, on est quand même pas mal.
Alors, par contre, là, on est à 25 ans. J'avais dit 30 ans. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à 25 ans? Et là, il faut absolument faire quelque chose. Parce qu'il n'y a plus de crédit. À 25 ans, le crédit s'arrête. Donc, là, il n'y a plus d'intérêt d'emprunt. Là, même si vous restez en meublé, les amortissements tirent vers la fin, les loyers ont augmenté, il n'y a plus d'intérêt d'emprunt. Donc là, vous allez être lourdement fiscalisé à 25 ans. Donc, de deux choses l'une. Si vous n'avez pas d'enfant, il faut vendre. Voilà. Si vous n'avez pas d'enfant, vous vendez. Voilà. En plus, effectivement, la troisième phase, à 25 ans, la plus-value, c'est quasiment zéro. Vous êtes à 7% de taxes sur la plus-value, même si vous faites une plus-value, même avec la reprise des amortissements en meublé, vous êtes taxé à 7%. Donc, c'est vraiment pas le problème. Mais en 25 ans, vous n'avez peut-être pas fait que de l'immobilier. Vous avez peut-être, par exemple, fait des enfants. Si vous avez des enfants, là, de deux choses l'une, si vos enfants sont des jeunes majeurs, à ce moment-là, vous allez pouvoir, on va le détailler, leur transférer des loyers plutôt que de leur donner des pensions. Et si vos enfants sont plus âgés, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous faire, avec vos enfants, un rachat à vous-même de ce bien immobilier. Donc, dans les grandes lignes, la première partie, transférer les loyers aux enfants. Le terme technique, vous en avez déjà entendu parler, c'est une donation temporaire d'usufruit. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que vous avez des enfants étudiants. Ça coûte cher, les études. Les études, ça coûte cher, les apparts, les fringues, la bouffe et tout, ça coûte cher. Donc, que font les parents? Ils filent des pensions aux enfants étudiants. Mais ils filent des pensions sur de l'argent qui a déjà été fiscalisé. Donc, c'est quand même un peu crétin. Et de l'autre côté, ils ont des loyers sur lesquels ils sont surfiscalisés. Donc, la technique qui est finalement peu connue, que très peu d'agents immobiliers, même de gestionnaires, proposent, c'est de faire une donation temporaire d'usufruit, c'est-à-dire des loyers aux enfants, classiquement pendant la durée des études. Études 5 ans, tu transfères les loyers pendant 5 ans. Et l'intérêt surtout, c'est que ton enfant, il n'a que ça comme revenu. Donc, alors s'il est en alternance, il peut avoir un peu de revenus, mais globalement, il n'est pas fiscalisé, lui, il ne paye pas d'impôt. Donc, il n'a pas d'impôt sur les loyers, tandis que vous êtes à 45 ou 60%. Donc, votre enfant n'a pas d'impôt. Alors, vous ne touchez plus les loyers, mais de toute façon, sur 1500 balles, il allait vous rester 400 balles. Donc, vous ne touchez plus les 400 euros, mais vous ne donnez plus les 800 ou 900 ou 1000 balles de pension que vous donniez à votre enfant, parce que lui a les loyers. Donc, vous gagnez facilement 500 ou 600 euros par mois de trésorerie. C'est quand même assez sympa. Sur 5 ans, ça fait 30 000 euros. Donc, c'est le petit conseil à 30 000 euros que vous pouvez donner à vos clients comme ça sur un coin de table. C'est quand même pas mal. Petit conseil à 30 000 euros. Je ne sais pas si vous en donnez tous les jours. Et ça, c'est quand même très simple à faire. Et cerise sur le gâteau, ça ne coûte rien. Une donation temporaire d'usufruit, alors ça a un coût, vous le savez, c'est 23% de la pleine propriété pour une donation jusqu'à 10 ans. Mais c'est pris dans les 100 000 euros qu'on peut donner. Vous savez qu'on peut donner 100 000 euros par parent, par enfant, tous les 15 ans. Donc, si vous n'avez pas mordu dans cette réserve, mais en l'occurrence, pour l'appartement de Tours, s'il est à 300 000 euros, ça fait quelque chose comme 60 000 euros de donation. Bon, vous êtes bien en dessous des 100 000, il n'y a pas de problème. Et si vous êtes propriétaire avec votre épouse, votre mari, c'est 200 000 euros que vous pouvez donner. Donc, on en est loin. Il faudrait donner l'usufruit d'un appartement de plus de 500 000 euros pour que ça commence qu'on atteigne les plafonds. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, ça ne coûte rien. Et cerise sur le gâteau, si vous êtes à l'IFI, comme c'est l'usufruitier qui paye l'IFI, ça sort de l'IFI. Cet appart sort de votre IFI. Donc ça, c'est notamment grâce à ça, j'ai pu éviter à plein de clients, effectivement, de basculer sur l'IFI, puisque c'est l'usufruitier qui paye l'IFI. Donc là, en l'occurrence, les parents n'ont plus que la nue propriété, donc ils ne payent plus l'IFI. Ça, c'est si vous avez des enfants jeunes, étudiants. Ça vaut le coup de le faire dès qu'ils ont 18 ans. De toute façon, moi, mes 3 fils, le jour de leurs 18 ans, je leur ai basculé de l'usufruit, et puis comme ça, on payait beaucoup moins d'impôts, c'est quand même top. Par contre, si vos enfants sont plus âgés, s'ils travaillent, s'ils ont 25, 30 ans, 25, 26 ans, qu'ils bossent,
Là, vous n'allez pas leur transférer les loyers, puisqu'effectivement, c'est du vase communicant, eux payent des impôts, donc bon, pas forcément d'intérêt. Alors à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle le rachat soi-même. Alors ça, attention, on ne le fait pas comme ça à la one again. Il faut le faire avec des avocats, c'est quand même technique. Hein, c'est pas, il faut être accompagné pour faire ce genre de choses, parce que c'est quand même un peu touchy. Hein, c'est pour ça qu'il faut le faire comme il faut. Dans le genre touchy, moi je conseille effectivement que les parents soient à 49%, que les parents soient minoritaires. Donc le principe général, c'est quoi? C'est que les parents créent une SCI pour louer en nu ou une SARL de famille si on veut continuer en meublé. La société qu'on crée avec les enfants, les parents à 49, les enfants à 51, rachète le bien. Donc la société rachète votre appartement de Tours. L'intérêt, c'est que la société rachète avec un crédit 100%, bien entendu. Avec un crédit à 100%. Donc on repart avec des intérêts d'emprunt plein pot à déduire. Et puis les parents, ils touchent l'argent de la vente. Les parents, ils touchent les 300 000 balles. Et ils sont toujours propriétaires de la moitié. Donc c'est le beurre, l'argent du beurre, etc. Donc bon, c'est quand même pas mal du tout. Et la SARL de famille, c'est un nouveau véhicule. Il y a des nouveaux associés. Donc on reprend les amortissements à zéro. Et donc là, on repart pour 20 ans sans impôt. Donc là, c'est même plus 30 ans sans impôt, c'est 50 ans sans impôt. Donc là, on est effectivement quand même pas mal du tout. Et donc, et puis, l'intérêt, c'est que les parents qui touchent 300 000 euros, bah, ils les réinvestissent avec vous. Hein. Ah bah attends, vous faites tout le montage, vous faites tout le truc. Les 300 000, ils réinvestissent avec vous sur de l'immobilier. Hein. Vous avez quand même été d'un conseil au top. Alors là, ils sont un peu âgés, donc ils ne pourront peut-être pas réemprunter sur 20 ans. Mais ils réinvestissent avec vous avec un peu d'apport, un crédit court, avec un déficit foncier notamment. On recommence un cycle et on est bien. Donc, voilà. Donc, 30 ans sans impôt. Donc, on a utilisé les 4 éponges qu'on voyait tout à l'heure. Donc, mission accomplie. On a créé 300 000 euros de patrimoine. On a encaissé 325 000 euros de loyer défiscalisé. Si on vend à 30 ans, on a zéro plus-value. Même avec la reprise des amortissements, avec les décotes, au bout de 30 ans, on n'a plus du tout de plus-value. Donc, on est quand même pas mal aussi à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est pas si compliqué que ça. Hein, encore une fois, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste utiliser simultanément ou successivement les éponges qu'on a, parce que effectivement, hein, voilà, c'est ça. L'enfer fiscal n'est pas une fatalité, l'ignorance l'est. Vous êtes des pros, c'est à vous d'intégrer ce type de montage. Hein, c'est à vous, effectivement, de pouvoir proposer ce type de solution. Bon, je n'ai pas d'angoisse d'auteur du tout, hein, donc vous pouvez reproduire ça avec vos clients, mais je ne vous demande que ça. Donc il n'y a pas aucun problème là-dessus. Je n'ai rien inventé. Hein. C'est simplement l'utilisation de l'optimisation de l'utilisation des différentes éponges effectivement à loyer qui font que, même dans un environnement quand même super compliqué, on peut s'en sortir. Alors, en conclusion, parce qu'il est déjà bientôt 17h, donc, on peut critiquer le système, on peut regretter certaines décisions publiques, mais le marché n'est pas une fatalité. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure de l'IA, le marché a besoin de spécialistes. Ça, c'est clair, et c'est de plus en plus clair. Moi, c'était déjà mon intuition il y a 30 ans avec la maison de l'investisseur, mais aujourd'hui, avec l'IA, il faut se spécialiser. Il faut être super bon dans un petit domaine pour pouvoir notamment driver les IA, corriger les IA, travailler avec les IA pour qu'elles vous crachent effectivement des trucs qui tiennent la route. Les généralistes, c'est mort dans tous les métiers, que ce soit dans le juridique, dans le technique, dans le fiscal. Aujourd'hui, il n'y aura de place que pour les spécialistes, c'est clair. Donc, effectivement, le marché ne récompense plus les généralistes, les approximatifs, ça, c'est pas possible. Et notamment avec l'IA, quand vous avez entendu parler de quelque chose,
Allez creuser avec les textes, avec le BOFIC, avec les IA, etc. Mais en tant que professionnel, dites-vous que chaque client a toutes les réponses sur son téléphone. Donc, vous ne pouvez pas être approximatif. Donc, il faut absolument être ultra pointu. Hein, ça, c'est vraiment absolument indispensable. Et par contre, l'avenir, c'est effectivement ceux qui comprennent les contraintes, ceux qui comprennent la fiscalité, ceux qui maîtrisent les montages et ceux qui anticipent le politique, c'est-à-dire les évolutions de la société. C'est pour ça qu'il faut connaître notre histoire. C'est pour ça que j'ai commencé par ça, parce qu'effectivement, c'est quand même il faut comprendre la matrice de pensée dans laquelle on vit de notre pays. Donc, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui sont quand même plus complexes. Donc, ça, c'est quand même super important. Et effectivement, dans un environnement contraint, la compétence réactualisée, c'est ça surtout qui est important, la compétence réactualisée. Là, aujourd'hui, vous sortez de l'école, vous avez un bon niveau. Mais il faudra vous mettre à jour sans arrêt. Il faudra faire de la veille juridique, fiscale. Il faut vous tenir au courant des évolutions. Et pour ça, effectivement, c'est pour ça que vous pouvez pas, qu'il n'y a plus de place pour les généralistes, qu'il faut vraiment rester focus sur des petits segments de marché. C'est comme ça que vous en sortirez. Il faut être excellent sur un petit créneau. L'investissement locatif, par exemple, aujourd'hui, moi, ma spécialité que j'exerce depuis 30 ans, c'est trop large. Même l'investissement locatif, c'est trop large. Aujourd'hui, il faut même se spécialiser dans la location de courte durée, dans les logements atypiques, dans les immeubles. Il faut des sous-spécialités, hein, notamment avec l'IA, ce sera la seule façon de s'en sortir. Donc, surtout, le message principal, c'est que vous êtes en master. Dans quelques mois, vous serez à 100% sur le terrain. Le marché a besoin de spécialistes, pas d'exécutants. Donc, c'est à vous véritablement de vous prendre en main de ce côté-là. La vraie question, c'est pas est-ce que le marché est difficile ? Il l'est. Il est difficile, le marché. Il a toujours été plus ou moins difficile, mais actuellement, il est très difficile sur le bureau, il est très difficile sur l'investisseur dans le logement. Mais la vraie question est, êtes-vous prêt ? Serez-vous prêt, effectivement, à saisir les opportunités ? Parce qu'en immobilier, les crises éliminent les amateurs, mais récompensent les professionnels. Devenez les super pros de demain. Et je finirai par cette citation de Darwin. Ce ne sont pas les plus forts ni les plus intelligents qui survivent, c'est ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Je vous remercie.